Madame, Monsieur, bonsoir. Sahara et TPME au menu de questions d'actu ce soir. Sahara, puisque nous allons revenir sur les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui ont fait couler beaucoup d'encre au sujet de la toute première visite de son envoyé personnel au Maroc et en Algérie. Une visite qualifiée par Monsieur Guterres de très positive. Ce dernier n'a pas manqué d'appeler les parties prenantes à plus de dialogue pour pouvoir parvenir à une solution définitive à ce conflit qui n'a que trop duré, pour paraphraser les mots du secrétaire général de l'ONU, qui de plus est dans l'intérêt de tout le monde. Et qui dit partie prenante dit l'Algérie, comme ceci a été clairement mentionné 5 fois dans la résolution 2602 adoptée par le Conseil de sécurité en octobre dernier et qui, pour rappel, considère Alger comme partie prenante au conflit du Sahara et donc, de facto, devrait prendre part aux négociations. L'actu, c'est aussi 4 membres du Polisario interceptés par les soldats de l'armée algérienne près des camps sahraouis de l'Ahmada. Les 4 fugitifs qui tentaient probablement de rejoindre le Maroc ont été incarcérés dans une base militaire algérienne à Tindouf. Le point donc sur la situation en compagnie de nos 2 experts. Avec nous ce soir, Zakaria Boudaha, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, et Khalid Chegraoui, vice-doyen Sciences Po Relations internationales à l'université Mohamed VI Polytechnique. Pour la seconde partie de l'émission, bilan des défaillances d'entreprises marocaines en 2021 par le spécialiste en la matière Inforisque. Un véritable baromètre sur le degré de reprise de celle-ci après une année 2020 catastrophique à cause de la pandémie. Défaillances intrinsèquement corrélées à la question des délais de paiement. Et d'ailleurs, notre ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, a déposé un projet de loi sur ces délais de paiement qui modifie et complète la loi 1595 du Code du commerce. Une loi, si adoptée, infligera en cas de non-respect des 120 jours des amendes pécuniaires progressive selon le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. N'en ratez pas les détails avec Amine Diori, directeur études et communications d'Inforisque. Mais avant, le dossier du Sahara post-première tournée de Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour la région. Et j'ai le plaisir d'accueillir Zakaria Aboudahab. Bonsoir, professeur Aboudahab, merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Hassan, merci de l'invitation. Et également plaisir de recevoir à nouveau professeur Khalid Chegraoui. Bonsoir, professeur Chegraoui, merci à vous également de vous joindre à nous. Donc, peut-être avant de revenir sur les déclarations d'Antonio Guterres, je voudrais évoquer avec vous cette dépêche de l'AFP, jugée biaisée, qui a quand même déformé les propos d'Antonio Guterres, qui a appelé toutes les parties et non les 2 parties concernées. Un commentaire, Zakaria Boudahab. Merci, Madame Hassan, et salutations à mon collègue Chegraoui. Alors, je dois préciser qu'il y a 2 types de registres, si vous voulez, du point de vue terminologique. Il y a le registre pur et dur du droit international, qui cadre avec la logique onusienne, et il y a un autre registre, je dirais, géopolitique et politique. Alors, strictement parlant, et du point de vue formel, en ce qui concerne les parties au conflit, on va dire directement, telles qu'elles sont citées et identifiées dans le cadre des résolutions pertinentes des Nations Unies. Donc, on parle bien du Maroc et du Front Polisario. Quand on parle et on passe au registre politique, et notamment en cadrant notre analyse avec la dernière résolution du Conseil de sécurité concernant le Sahara marocain, la résolution 2602, il s'agit plutôt d'engager un dialogue politique, c'est-à-dire en fait un processus politique qui implique toutes les parties, on va dire, y compris les pays voisins. Dans ce cadre-là, il faut donc citer, bien entendu, l'Algérie et la Mauritanie. Ceci dit, l'AFP, l'agence française, l'agence France Presse, évidemment, fait peut-être parfois tombe dans des amalgames, mais il faudra rester, à mon sens, lucide et perspicace. Certes, nous avons plus ou moins un différent, moi je dirais politique tout simplement, avec le Front Polisario qui est un mouvement séparatiste. Néanmoins, on sait que derrière le Front Polisario, et là j'utilise la géopolitique, qu'il y a le principal, on va dire, la principale partie prenante dans ce conflit, c'est l'Algérie. Et donc personne n'est dupe. Je crois que
Tout le monde aujourd'hui, notamment la communauté internationale, y compris M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, savent, toutes ces parties, que réellement, le Maroc, en réalité, n'affronte pas le Polisario, mais il affronte géopolitiquement l'Algérie. Voilà ce que je peux dire par rapport aux commentaires à apporter à la déclaration de l'agence France-Presse. Très bien, par rapport à cette dépêche aussi. Khalid Chegraoui, peut-être quelque chose à ajouter. L'actu aussi, c'est ce rapport de Human Rights Watch de 2021 et ces paragraphes qui concernent notamment le Sahara marocain. Bien sûr, il y a eu une réaction des autorités marocaines qui dénoncent une campagne politique, je cite, systématique, hostile de Human Rights Watch. Qui est derrière cette campagne anti-Maroc, selon vous, professeur Chegraoui? C'est sûr et certain quand même qu'il y a un travail de lobbying de nos amis de l'autre rive concernant cette question. Et puis il y a tout un travail qui est relié à un certain nombre d'antagonismes et de contradictions géopolitiques à l'international. La question du Sahara aujourd'hui, il y a ce risque aussi que ça soit un outil de travail pour un certain nombre d'agendas politiques, que ce soit occidental ou oriental ou africain, afin de pouvoir gérer un certain nombre de pratiques visant le changement de position des uns et des autres. Alors, le Human Rights, c'est connu quand même pour ses positions un tout petit peu extrémistes vis-à-vis du Maroc et principalement d'ailleurs dans les pays où le travail de cette organisation est beaucoup plus facilité qu'on le pense. D'ailleurs, je ne pense nullement que ce travail le travail de cette organisation, que ce soit d'enquête ou autre, sera moins facile si elle essaie de s'investir dans l'espace, par exemple, algérien ou d'autres espaces beaucoup plus draconiens sur le plan de la gestion de la chose publique. Mais il est sûr et certain que ce travail-là se fait aussi par un certain nombre d'interventions de nos amis algériens, du Polisario, de leur soutien, principalement en Europe. Il y a pas mal de partis et de groupes politiques et même économiques dans le monde occidental qui ont des intérêts à ce que le problème persiste, qui ont des intérêts économiques dans l'espace algérien et qui défendent leurs intérêts. Donc, quand on prend... Mais qui défendent leurs intérêts, pas vraiment. Je me permets de vous interrompre, professeur Chegraoui, parce que quand il s'agit ainsi, eh bien, cela n'est ni de l'intérêt de l'autre rive, des deux rives finalement de la Méditerranée. Parce que ça dessert aussi les intérêts de ces pays. En tout cas, ces lobbies, comme vous les appelez. Le problème aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a des gens il y a des institutions qui peuvent générer beaucoup de profits à cause d'un chaos quelconque. Ce que le Marshall Fund appelle le sustainable chaos est devenu quand même quelque chose d'assez accepté par un certain nombre de sociétés politiques à travers le monde. Voyons ce qui se passe en Afghanistan, voyons ce qui se passe en Somalie et autres. J'espère qu'on n'arrivera jamais à cette situation dans notre région, mais il y a des gens où il y a des institutions, des forces économiques, des forces politiques. Pour eux, la situation géopolitique en Afrique du Nord ne doit pas changer et que l'équilibre géopolitique auquel il aspire ne doit pas changer. Donc, dans ce cadre-là, la nouvelle situation vécue par le Maroc à l'intérieur de son Sahara, les nouvelles reconnaissances principalement des États-Unis, l'engouement des pays arabes et d'un grand nombre d'ailleurs de pays africains pour supporter la position marocaine, a fait que la situation géopolitique commence à changer de manière draconienne pour leurs intérêts, contre leurs intérêts, et que beaucoup de ces forces n'aimeraient en aucun cas que la situation change. Et puis, il y a ce risque-là, parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que certes, on parle de la question du Sahara, mais qu'on le veuille ou non, la question du Sahara est aussi liée à tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est géostratégique en Afrique du Nord, et principalement lié au régime en place. Et dans ce cadre-là, il y a la question de l'Algérie, où le doute persiste sur le système algérien aujourd'hui qui est en place, sur la situation économique de ce pays et sur la possible situation
c'est-à-dire sécuritaire, de par le fait que ce pays-là est lié à un espace extrêmement instable, que ce soit à son est, son sud-est et son est, ou à son sud. Et bien sûr, il y a le problème de quoi faire avec le Polisario et avec les réfugiés de Tindouf. Donc, c'est une question extrêmement complexe et c'est dans ce cadre-là que moi, je reprends quand même une phrase extrêmement intéressante dite par le ministre Nasser Bourita concernant la Libye, c'est que le Maroc a toujours cherché à ce que la Libye ne soit pas un dossier entre des intérêts économiques et autres. J'espère aussi que nos amis, que ce soit en Occident, en Afrique ou par ailleurs, ne fassent pas de ce dossier un prêt-à-faux pour défendre leurs intérêts. Et c'est un peu la question au niveau du régime algérien aujourd'hui qui utilise la question du Sahara pour résoudre ses problèmes internes. D'ailleurs, la même chose aussi est liée aux membres du Polisario. D'ailleurs, s'il y avait une véritable recherche de solution de ce problème, on aurait changé de position depuis belle lurette. Et voyons que le Maroc, depuis 1975 à aujourd'hui, a fait évoluer extrêmement bien sa position avec des changements extrêmement intéressants et des propositions pour résoudre cette question est pertinente. De l'autre côté, que ce soit au niveau du Polisario, au niveau d'Alger, on voit très très bien que les positions sont ancrées dans des conceptions même idéologiques datant d'avant 1975, ce qui va compliquer la question de plus en plus. Alors, compliquer la question de plus en plus. Or, lors de ce point de presse, donc on revient à ce point de presse d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, professeur Abou Dahab, il a clairement appelé les parties prenantes donc à relancer le processus politique et surtout à relancer le dialogue. D'abord, est-ce qu'il a la certitude de la participation de toutes les parties prenantes à ce dialogue? Et si oui, sous quelle forme devrait prendre ou pourrait prendre ce dialogue sur la question du Sahara marocain? Alors, je crois qu'il y a 3 points essentiels. Le premier, c'est encore une fois la résolution 2602, qui constitue, on va dire, le mandat du nouvel envoyé personnel nommé en octobre dernier, M. Staffan de Mistura. Ça, d'une part, puisque cette résolution, précisément, invite à une certaine convergence. Et là, je souligne le mot d'emblée, dès la première page, au préambule. Il est question justement de parvenir à une certaine convergence. Et toutes les parties ici sont interpellées, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement le Maroc et le Polisario, mais également l'Algérie et la Mauritanie, voire aussi l'Espagne, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais elle n'est pas concernée comme étant un pays voisin du territoire lui-même disputé. Deuxième point, à mon sens, c'est on va dire la navette ou la première visite de M. Staffan de Mistura qui finalement tâte le terrain. Il va essayer un peu de sous-peser ou plutôt de jauger le rapport de force, diagnostiquer. Évidemment, il a entamé sa tournée par une visite au Maroc. Il a été reçu par M. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, il a visité, je pense, Tindouf, donc le camp où se trouve le Polisario. Ensuite, la Mauritanie, parce qu'il a été également reçu par le président mauritanien. Et enfin, il a été reçu en Algérie, notamment par le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra. Je pense que le troisième point constitue la difficulté de terrain, et M. Guterres sait très bien, parce qu'il a débuté dans son dernier speech, en fait, on va dire statement, la déclaration, le 21 janvier 2022, où il a parlé de beaucoup de défis, et plus tard, précisément, il a tenu une conférence de presse dans laquelle il a dit que le statu quo est inacceptable aujourd'hui, parce que c'est un conflit qui est coûteux, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue financier, etc. Et c'est là où, justement, on se pose la question. Le Maroc est de bonne foi et voudrait, bien entendu, on va dire, introduire une certaine dose de flexibilité dans sa démarche. Il l'a fait depuis longtemps, au moins depuis 2007. Alors que les autres partis campent sur leur position et ne voudraient pas sortir de schémas qui sont particulièrement dépassés. Moi, j'entrevois dans cette perspective. Je me pose la question, compte tenu aujourd'hui de la configuration actuelle du Conseil de sécurité, avec les nouveaux venus, d'accord, comme l'Albanie par exemple, le Gabon, les Émirats arabes unis, plus évidemment les autres
et les membres permanents du Conseil de sécurité, si on veut aller vers une certaine convergence, est-ce qu'aujourd'hui la communauté internationale, notamment incarnée dans le Conseil de sécurité ou en le Conseil de sécurité, pourrait retenir le plan marocain d'autonomie comme cadre exclusif de négociation pour parvenir à une solution finale, durable, qui puisse pourvoir à l'autodétermination des populations, mais dans une optique d'autodétermination interne, c'est-à-dire à trouver dans le plan marocain d'autonomie des éléments en termes de droits de l'homme, démocratie, développement inclusif, etc., etc. Voilà, tels sont les 3 points que je voulais partager avec vous. Très bien. Alors, on revient justement à ce dialogue. Je vais poser la même question, peut-être reformulée à professeur Chegraoui. Est-ce que vous pensez que cette première tournée de Mistura, qui a commencé donc au Maroc et s'est terminée à Alger, est-ce que vous pensez qu'elle a été qualifiée de très positive par le secrétaire général. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait un impact ou en tout cas des résultats positifs quant à l'implication de ces parties prenantes, en l'occurrence l'Algérie et le Front Polisario? Déjà, effectivement, le fait déjà qu'il y ait un envoyé et qu'il soit accepté par toutes les parties, c'est déjà un point très positif. Le fait que M. de Mistura fasse une tournée dans la région, bien sûr, qu'il voit de visu et in situ la situation, qu'il ait des contacts, c'est déjà extrêmement positif. La troisième chose, c'est l'appel des Nations Unies, principalement de M. Guterres et de M. de Mistura, à ce qu'il y ait un relancement du processus des tables rondes concernant la question du Sahara. Et c'est là où le bas blesse parce que la partie algérienne refuse, jusqu'à preuve du contraire, de revenir à cette table, revenant à sa première position, le fait qu'elle n'est pas partie prenante quand tout le monde sait. Et bien sûr, c'est clair et net, et personne, on n'a pas besoin de le prouver, qu'elle est partie prenante dans cette question. Donc, tout est lié aujourd'hui à la position algérienne et à la position un peu ambivalente des membres du Polisario. Parce que n'oublions pas aussi que jusqu'à aujourd'hui, le grand problème, c'est que le Maroc est clair dans ses positions. Il y a quand même un engagement extrêmement positif de la part de la Mauritanie, un soutien extrêmement intéressant de la part de l'establishment international, que ce soit nos amis occidentaux et bien sûr des Nations Unies. Mais la partie algérienne et la partie Polisario, là, il y a le grand doute. Déjà, au niveau du Polisario, il y a différents courants. On voit qu'il y a énormément de déphasage entre ces courants. Il y a quand même un courant extrêmement intéressant, Khatchaïd et autres, qui poussent vers des discussions, vers une solution politique acceptée habituellement par tout le monde. Et il y a les va-t-en-guerre, les faucons, qui ont des intérêts soit politiques, soit pécuniaires dans le fait de l'escalade. Et on voit très très bien, il y a toute une partie qui parle d'une guerre imaginaire. Ça fait presque 1 an jusqu'à maintenant. Le soi-disant représentant Amara qui est au niveau de Washington appelle à la guerre. Et là, je pense que les Nations Unies doivent prendre leurs responsabilités en ce sens-là. D'autres prennent l'arrêt total des discussions avec les Nations Unies et le retour à l'OUA. Or, l'UA, depuis la conférence de Nouakchott en 2018, a stipulé que l'ONU est seul responsable de ce processus. Alors là, effectivement, il y a énormément de problèmes à l'intérieur même du Polisario où il n'y a pas vraiment de consensus. Et bien sûr, il y a le grand problème, celui de l'Algérie, où on a 2 entités. Une entité sécuritaire va-t-en-guerre, où on proclame la confrontation directe sans pouvoir y aller carrément. Et il y a une institution politique incapable de prendre une décision claire. Donc le grand problème pour de Mistura, c'est pouvoir comprendre, amener la partie algérienne et la partie du Polisario à s'asseoir à table. Alors qu'est-ce qui se passerait s'ils ne s'assoient pas à table? En revenant bien sûr, professeur Chegraoui, qu'est-ce qui se passerait s'il y a refus, s'il y a rejet de cette proposition de la partie algérienne par rapport aussi à cette résolution 2602 de l'ONU? Quelles en seraient les conséquences, bien sûr, selon le droit international, mais aussi ce qui est d'usage en cas de refus de résolution onusienne des parties concernées par un conflit, n'importe lequel soit-il?
Je pense aussi que la question n'est pas beaucoup plus liée au droit international qu'elle est liée aux relations internationales. Parce que dans ce sens-là, il faut dire comme quoi il va y avoir un certain nombre d'interventions, de négociations, de discussions. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la question du Sahara est devenue aussi un dossier à l'international qui est discuté au niveau du Conseil de sécurité. Et dans ce cadre-là, il ne s'agit pas seulement de la position marocaine et de la position algérienne, mais il s'agit aussi de positions d'un certain nombre de pays extrêmement imposants au niveau des Nations Unies, principalement les États-Unis et la Russie. Ma peur, à D'accord. moi, Mhm. c'est que ce dossier-là devient quand même une carte à jouer dans les relations extrêmement compliquées entre l'Est Est-ce et que ça va l'Ouest. devenir Et une carte, professeur Chegraoui, ce n'est pas une carte que l'on... En fait, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une carte qu'on ressort, notamment par certains pays c'est européens amis, mais aussi par d'autres pays. Cette carte, justement, du Sahara. Mais les choses sont en train de changer, moi, j'ai l'impression quand même. Mais je ne suis pas aussi sûr, j'aimerais bien être optimiste, mais la situation entre l'Est et l'Ouest devient de plus en plus compliquée. Donc j'ai peur qu'on soit un outil de rivalité entre les deux camps. Ça, c'est un peu ma peur et c'est un peu mon côté pessimiste. Mais d'un autre côté, j'espère aussi que ces forces, que ces pays voient quand même que un changement géopolitique et géostratégique en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest est en train de s'opérer et que soutenir la position marocaine, soutenir un pays stable, soutenir la stabilité dans la région est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profitable à tout le monde que le chaos qui pourra être généré par un déséquilibre géopolitique et géostratégique et plus d'instabilité dans la région. Donc, si on devrait revoir la question du Sahara en de nouveaux termes, il va falloir la mettre dans un espace géopolitique et géostratégique beaucoup plus large que la région limite Sahara, Algérie, Maroc, Mauritanie d'aujourd'hui. Il faut voir ce qui se passe en Afrique Justement, de l'Ouest, ce qui se passe en Méditerranée. Et là, je d'accord. pense que les choses vont être beaucoup plus pragmatiques. Vous faites bien de nous rappeler que la Mauritanie a également été citée comme partie prenante. Professeur Zakaria Abou Dahab, la position de la Mauritanie aujourd'hui? La position de la Mauritanie aujourd'hui, moi je crois qu'il s'agit d'une neutralité tout court, je ne dirais pas neutralité positive, puisque déjà vous savez, elle maintient toujours sa reconnaissance de la prétendue race depuis 1984, et on sait que le pays parfois est exposé à des, comment dirais-je, à des transitions politiques, d'accord, pour rester dans le politiquement correct. Je voulais quand même rebondir Ce que vient de dire c'est Chegraoui, en rappelant quand même que j'ai devant moi la résolution 2602, qui, encore une fois, d'emblée, dans son paragraphe, le dernier de la première page, les rédacteurs de la résolution, donc les membres du Conseil de sécurité, réitèrent leur position et le rappellent au Maroc, Polisario, Algérie, Mauritanie, de coopérer pleinement, chacun de son côté, incluant, on va dire, les mesures de confiance. Alors, votre question, Madame Hersan, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que, par exemple, l'Algérie pourrait subir, on va dire, non pas des sanctions, une pression de la part du Conseil de sécurité? Moi, je dirais que diplomatiquement, elle va s'enfoncer un peu dans l'isolement et son comportement va être évalué non seulement par rapport à son action ou son inaction par rapport à la question du Sahara, mais également au regard de la Ligue arabe, parce qu'un sommet devait se tenir à Alger en mars 2022. Probablement, il est reporté à plus tard, après le Ramadan. Et donc, de ce point de vue, c'est comme si l'Algérie apparaît pleinement qu'elle est le principal ou la principale partie dans ce conflit. Et bien qu'ils essayent de camoufler cela avec certaines déclarations, absolument, oui. Par des stratégies de diversion, ce qui n'est pas sérieux, mais juridiquement, certes, le Conseil de sécurité ne peut pas réagir en adoptant, par exemple, une résolution condamnant l'attitude algérienne. Ce n'est pas possible parce que nous sommes dans le cadre du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies qui est libellé règlement pacifique des différends. Donc, il s'agit d'une participation, on va dire, volontaire. Mais il faut redoubler de pression, notamment sur l'Algérie précisément, afin au moins qu'elle se tienne à une position, ce qui n'est pas évident, de neutralité. Moi, je voudrais quand même ajouter rapidement, c'est que dans la démarche marocaine, à mon sens, il convient de faire le distinguo entre les relations directes Maroc-Algérie du point de vue stratégique. On le sait, les relations sont suspendues unilatéralement par Alger depuis août 2021, ce qui n'aide pas
à faire avancer le dossier, et d'autre part, la participation de l'Algérie dans, on va dire, les discussions, les pourparlers autour de la question du Sahara. Mais on le sait que potentiellement aujourd'hui, on s'achemine vers la centralité du plan marocain d'autonomie, qui est l'option finalement la plus faisable et la plus efficiente. C'est comme si on revient au plan Becker 1 de 2001 sur l'autonomie substantielle à accorder aux provinces du Sud pour sortir de l'impasse. Mais on va dire, les déclarations de M. Guterres, à mon sens, si on les analyse, on les interprète de façon sémiologique, ben on va conclure probablement qu'en réalité, en fait, le seul ou la seule solution, la seule option viable aujourd'hui pour la question et la solution du conflit du Sahara, c'est encore une fois le plan marocain d'autonomie. Très bien. Peut-être quelque chose à ajouter avant de clore cette partie, professeur Chegraoui, et ne serait-ce que par rapport à l'avenir. Donc, première tournée de Mistura, quelle est la prochaine étape ? Dans combien de temps devrons-nous s'attendre ou nous attendre à la relance des tables rondes et des négociations ? Ouais, je pense aussi que la situation, elle est beaucoup plus liée à la décision d'Alger d'aujourd'hui. Donc, mais je pense qu'il va y avoir des changements vu qu'il y a d'autres problèmes liés à la prochaine rencontre ou la possible rencontre de la Ligue arabe qui peine à se concrétiser. Donc, attendons un peu de voir ce qui va se passer. Est-ce que la visite du président algérien en Égypte pourrait être annonciatrice d'avancement Comment vous la voyez justement cette visite ? Il y a eu aussi la déclaration, pas plus tard que hier, du représentant diplomatique de l'Égypte au Maroc qui, bien sûr, reconnaît la marocanité du Sahara. Donc cette visite de Tebboune chez Al-Sisi. Je pense que l'Égypte est consciente de la gravité de la situation et je pense que, en concomitance d'ailleurs avec la visite du président algérien au Caire, il y a eu ces déclarations de l'ambassadeur égyptien. Et je pense que les Égyptiens sont très conscients de la situation et c'est ainsi qu'ils ont essayé quand même de mettre beaucoup plus d'équilibre dans leur politique et c'est d'autant plus intéressant de voir qu'ils sont conscients de la situation et ils savent en quoi les choses peuvent en venir si il y a un certain déséquilibre. Mais je pense que la visite de M. Tebboune au Caire est beaucoup plus pour résoudre son grand problème concernant la mise en place du congrès de la Ligue arabe prochainement, du sommet qui n'arrive pas à se concrétiser. Mais il reste aussi un autre problème, et ça c'est un problème beaucoup plus algérien, c'est le fait qu'ils ont coupé tous les liens officiels avec le Maroc et qu'on ne peut pas résoudre les problèmes politiques qui existent entre pays si on n'arrive pas à concevoir et à maintenir des liens de contact et de communication. Donc c'est un problème aujourd'hui qui est algérien, c'est à l'Algérie de trouver la solution. D'un autre côté, la situation, elle a extrêmement bien changé au niveau du rapport du Maroc avec son environnement. On est dans un élan extrêmement positif pour la position marocaine et je ne pense pas qu'il va y avoir un retour en arrière. Donc, la situation aujourd'hui, c'est de pouvoir donner quand même un espace de sortie honorable pour l'Algérie et pour le reste des belligérants. Mais je pense que le Maroc est assez intelligent pour maintenir cet équilibre des choses et pouvoir pousser à une solution extrêmement bien réfléchie et honorable pour tout le monde. Mais c'est à l'autre côté de pouvoir entendre ce message. Merci beaucoup. Merci pour l'ensemble de vos messages. Professeur Khalid Chegraoui, doyen Sciences Po Relations internationales chez EM6P. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et mes remerciements vont aussi à mon autre invité distingué, professeur Zakaria Boudahab, professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, Madame Ihsan. Merci. Restez avec nous, nous enchaînons avec la seconde partie de Questions d'actu. Défaillance d'entreprises marocaines en 2021, un projet de loi sur les délais de paiement. Bonsoir Amine Diouri. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Toujours un plaisir, Amine Diouri. Je rappelle que vous êtes directeur études et communications d'Inforisque. Inforisque, bien sûr, qui est, rappelons-le, le baromètre de la santé, mais pas que, mais surtout de la santé des entreprises marocaines, TPE, mais aussi PME et grandes entreprises. Alors, une présentation, chiffres clés
Moi, c'est ce qui a retenu mon attention, c'est cette hausse quand même vertigineuse, plus 58% par rapport à 2020, de défaillance d'entreprise, bien naturellement. Pourquoi une aussi importante hausse, en sachant que l'essentiel des activités a repris en 2021 après une année 2020 catastrophique? Oui, c'est vrai, mais d'un point de vue, si on parle d'un point de vue macro, on parle plutôt d'un effet rattrapage. N'oublions pas que 2020 a été marqué par une baisse importante de la croissance du PIB. Par rapport au nombre de défaillants, par rapport aux défaillances 2021, je dirais qu'il y a 3 raisons. Il y en a une qui est technique, c'est l'arrêt des aides de l'État courant de l'année 2021, puisqu'il faut rappeler qu'au plus fort de la crise, l'État a débloqué énormément d'argent, ne serait-ce que par les indemnités CNSS, ne serait-ce que par les crédits bancaires d'Aman, Oxygène notamment, les reports de charges, etc. Donc tout ça a permis de maintenir sous perfusion un certain nombre d'entreprises. Quand on a enlevé cette perfusion, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient fragiles déjà avant cette crise et qui malheureusement n'ont pas survécu. Ce qui explique, certes la hausse de 58% par rapport à 2020, mais surtout une hausse de 25% par rapport à 2019. Et donc, on est sur la suite de cette tendance naturelle depuis plus de 10 ans. Maintenant, on est sur un nouveau historique. Donc, ça, c'est la première raison. Il y a une raison d'ordre technique. Après, il y a une raison conjoncturelle. C'est tout simplement les effets de la crise Covid. Comme vous l'avez dit en introduction, il y a quand même un effet rattrapage, mais voilà, les entreprises peinent encore à retrouver leur niveau d'avant-crise. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième raison, c'est certainement des effets aussi, des causes aussi structurelles. Je pense notamment à la question des délais de paiement, les retards de paiement, et tout ça mis bout à bout. Il y a une étude HCP que je cite souvent, mais qui est très intéressante, et qui disait encore en 2021 que près de 50% des entreprises, avec cette crise, se sont retrouvées avec les effets cumulés, avec une trésorerie quasi nulle. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas faire, beaucoup ne pouvaient pas faire face à d'autres problèmes liés justement à l'environnement. Et donc, effectivement, vu que la conjoncture n'est pas encore reprise à 100%, on voit qu'effectivement, on voit les dégâts aujourd'hui avec cette hausse assez importante des défaillances 2021. Avant de parler, n'est-ce pas, avec vous, Amine, de ce projet de loi sur les retards de paiement ou les délais de paiement, donc finalement, avec ou sans Covid, les choses n'ont pas réellement changé en ce qui concerne les défaillances d'entreprises, mais aussi ce qui a retenu mon attention dans cette étude d'Inforisque, c'est que par secteur, les services ne sont pas cités. Pourquoi ? Il y a bien sûr le commerce, l'une des activités les plus touchées par les défaillances d'entreprises. Oui. Mais pourquoi les services n'ont pas été mentionnés, et notamment le tourisme ? Alors, je vais vous dire une raison très simple. Parce qu'en fait, les secteurs qui sont cités, en valeur absolue, sont les plus représentatifs de l'économie marocaine. Vous pouvez les rappeler, Amine ? Oui, je vais les rappeler tout de suite. Il y a structurellement le commerce, le BTP, l'immobilier qui représentent 2 tiers des entreprises marocaines. Ce qui fait qu'en valeur absolue, ce sont les entreprises défaillantes qu'on retrouve le plus. Mais vous avez raison. Effectivement, quand on regarde effectivement les secteurs d'activité, les activités en tout cas qui sont touchées à cause de la crise Covid, on retrouve évidemment toutes les entreprises liées au tourisme, liées à l'hôtellerie, la restauration, mais également d'autres, par exemple la location de véhicules. On retrouve également la publicité. C'est assez surprenant, mais c'est l'activité qui a le plus souffert de la crise Covid, la publicité notamment, avec une hausse de 84% des défaillances d'entreprises, suivi de la location de véhicules qui a aussi énormément souffert, et effectivement d'autres activités, je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas effectivement liées spécifiquement à la crise Covid. Alors, par ville, sans surprise, bien sûr, c'est l'axe Casa Mohammedia, puisque c'est la région qui compte le plus d'entreprises au Maroc. Quid des autres régions, Amine Diouri ? Oui, alors on le voit aujourd'hui, certaines villes, notamment celles liées au tourisme, on le voit avec Marrakech aujourd'hui, avec de nombreuses fermetures d'hôtels, parce qu'effectivement, ces villes touristiques sont liées à la conjoncture, enfin sont liées plutôt à la situation sanitaire internationale. Et effectivement, comme on a fermé nos frontières, que d'autres pays ont fermé leurs frontières, nous ne recevons plus de tourisme. Et donc, ces grandes villes touristiques comme Marrakech souffrent le plus, notamment l'hôtellerie-restauration de cette ville en particulier. Oui, et par taille ou par nature d'entreprise, bien sûr, ce sont encore une fois les toutes petites entreprises qui trinquent, Amine Diouri, et un chiffre plus de 90%. Est-ce que c'est par rapport aussi à la composition, j'ai envie de dire, du tissu entrepreneurial marocain ? Est-ce que c'est corrélé ? Mais bien sûr, c'est complètement corrélé.
Les TPE représentent 90% de notre tissu économique. On retrouve effectivement 99%, mais parce qu'aussi, ce sont les plus fragiles. Les plus fragiles en termes de santé financière, ce sont les plus fragiles en termes de délai client subi. Je rappelle quand même 220 jours en moyenne pour une TPE. Donc, il y a un effet de cause à effet. C'est normal que la répercussion la plus forte soit sur la TPE et c'est donc logique aussi que ce soit la TPE qui soit la plus touchée par la défaillance d'entreprise. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi une autre chose qui est commune aux autres années qu'on retrouve en 2021 en termes de composition, c'est le type de défaillance qui touche les entreprises. Majoritairement, ce sont encore des liquidations d'entreprises au détriment des redressements et surtout des plans de sauvegarde. Pourquoi c'est important? Parce qu'en gros, l'entreprise, quand elle tombe en défaillance, elle est déjà morte. On ne peut plus la sauver. L'objectif d'avoir mis en place des procédures, notamment les plans de sauvegarde, c'était d'aller bien en amont et d'aider justement ces entreprises qui commencent à avoir des difficultés pour pouvoir les sauver par la suite et éviter que ça devienne un redressement ou une liquidation. Or, on le voit, et c'est toujours le cas en 2021, 90% des entreprises défaillantes sont des entreprises déjà mortes en liquidation judiciaire. Et donc, c'est vraiment une grosse problématique. Et donc, se pose la question, comment on peut inverser la tendance? On a invoqué la loi. La loi, pour l'instant, n'a pas changé grand-chose. Il y a finalement très peu de procédures de sauvegarde qui sont mises en place. Il faudrait peut-être essayer aussi la data. Je rappelle que, par exemple, dans un pays comme la France, la data science permet de prédire des entreprises qui ont un risque potentiel de défaillance à quelques mois. Des opérateurs privés travaillent avec les tribunaux de commerce et donc permettent de détecter bien en amont les entreprises qui vont avoir des difficultés dans quelques mois et donc les tribunaux les contactent et essayent d'améliorer la situation. Si on réussissait à avoir cette stratégie, on réussirait à changer la composition même des entreprises défaillantes. Encore faut-il avoir accès à leurs data. Vous en connaissez un chapitre, Amine Djouri. Bon, alors, bien sûr, parmi ces entreprises que vous avez évoquées, ou en tout cas desquelles on peut prédire la santé un peu fragile, il y a ces entreprises dormantes, ou en tout cas en sommeil. Elles figurent d'ailleurs dans l'étude d'Inforisque. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise en sommeil, ou est-ce qu'on peut parler même d'entreprise zombie? Alors oui, on peut parler effectivement, sommeil, zombie, ça va être plus ou moins la même chose. En fait, d'un côté, il y a les chiffres officiels des entreprises en défaillance. Mais il y a à côté de ça tout un pan d'entreprises qui vont, à cause d'une crise particulière ou parce que l'activité ne démarre pas comme elle devrait l'être, le dirigeant d'entreprise met cette entreprise en sommeil pendant un certain nombre d'années. La loi prévoit ça, notamment une inscription auprès de la DGI. On peut rester en sommeil pendant une période, si je me souviens bien, de 3 ans, et donc après remettre en activité l'entreprise. Pendant cette période, l'entreprise ne paye pas ou quasiment pas d'impôts auprès de la DGI. Ça, c'est une première chose. Mais il y a les autres entreprises qui, elles, ne se sont pas déclarées et qui cessent une activité pendant un certain nombre d'années. On n'a aucun signal de leur part, aucun bilan, aucune activité liée à la vie de l'entreprise. Et donc, on sait que cette entreprise est en sommeil. Et ça joue également, ça explique aussi en grande partie le dynamisme de nos entreprises. Très bien. Dynamisme qui est largement handicapé, Amine Djouri, par cette question de délai de paiement, surtout, j'ai envie de dire, retard de paiement. On ne peut même plus parler de délai de paiement. Donc, un projet de loi qui a été formulé par le département de tutelle, à savoir celui de l'industrie et du commerce. Bon, pourquoi revoir et modifier la loi 1595 du Code du commerce en ce qui concerne cette question de délai de paiement? Effectivement, c'est une question dont on parle depuis un certain nombre d'années. En tout cas, moi, ça fait presque 10 ans que j'en parle maintenant, mais d'autres acteurs en parlent depuis encore plus longtemps. C'est un véritable fléau, la question des délais de paiement et des retards de paiement. Il y a eu 2 lois entre-temps, 2011-2016, qui n'ont rien donné. En fait, pour résumer ces 2 lois, en fait, c'était simplement de dire, d'un côté, il y a un client, de l'autre, il y a un fournisseur. Quand il y a un retard de paiement subi par le fournisseur, celui-ci a le droit d'appliquer une pénalité de retard. Ça ne s'est jamais fait dans les faits, ça ne s'est jamais appliqué tout simplement parce qu'il y a un rapport de force entre une grande entreprise et une petite entreprise et que la relation fait que le petit a envie de garder comme client le gros. Donc forcément, jamais on n'a appliqué de pénalité de retard. Là, avec ce nouveau projet de loi, on change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on rajoute une tierce partie, un peu comme ce qui se passe en France notamment, on rajoute l'État. L'État à travers la DGI
qui va aller, qui contrôle, qui va aller contrôler justement les délais de paiement et les retards de paiement, qui va sanctionner les entreprises. Il y a deux choses importantes à retenir de ce projet de loi. La première, c'est que les délais de paiement vont passer de 90 jours à 120 jours pendant 2 ans, donc de 2022-2023. C'est une bonne chose. Écoutez. Parce que bon, l'idée est de. Après, vous savez, c'est une question des plus naïves de ma part, mais il n'y a pas vraiment de questions naïves. Et puis, sur mon rôle aussi de journaliste, de me poser ce genre de questions qui, finalement, le but est de réduire les délais de paiement, alors que ce projet de loi, les étend. Alors, déjà, c'est pour une période très courte, c'est pour une période de 2 ans. Ça, c'est la première chose, mais il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est loin de ces 60 jours, de ces 90 jours, on est au-delà de ces 120 jours. Donc, on veut progressivement ramener ces délais de paiement qui sont très élevés aux alentours de 120 jours dans un premier temps et les réduire progressivement à 90 jours. Donc, il y a plutôt un effet de baisse progressive des délais de paiement, d'entraîner les entreprises vers une baisse progressive. Ça, c'est la première chose. Ce que je voulais dire par rapport à ce projet de loi, ce qui est nouveau, c'est que chaque entreprise, d'ici la fin, après cet exercice échu, ces entreprises devront s'auto-déclarer, c'est-à-dire déclarer les factures qu'elles n'ont pas payées pendant l'année 2022 et payer elles-mêmes auprès de la DGI cette fameuse amende. C'est ça vraiment la grande nouveauté de ce projet de loi. Et donc là, on change complètement de paradigme puisqu'on ajoute l'État dans cette équation qui jusqu'à présent n'avait rien donné. On rajoute l'État et on oblige les entreprises à déclarer leur retard de paiement. On ajoute l'État, mais contredisez-moi, Amine Diouri, si je me trompe, l'essentiel des retards de paiement se font au sein même du secteur privé, c'est-à-dire interentreprise. Oui, qu'est-ce que ce projet de loi pourrait changer? Est-ce que le fait qu'il y ait, qu'on impose en tout cas une amende à l'entreprise qui a failli à ces délais de paiement fera que les choses bougeront de ce côté du secteur privé interentreprises? Alors déjà, il faut savoir effectivement, je rappelle que ce projet de loi s'applique à l'ensemble des entreprises, particulièrement le privé, que le crédit interentreprise privé, c'est plus de 400 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, de crédit interentreprise. Absolument. Et donc, voilà, ça les concerne en premier lieu. Maintenant, quand vous avez à vous autodéclarer et que vous avez une amende de 3% le premier mois de retard et 1% ajouté chaque mois par mois de retard, forcément, à un moment donné, vous vous dites, pour chaque facture, si je dois payer 3% et plus de pénalité, à un moment donné, j'ai intérêt à réduire le retard que j'ai actuellement. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une initiative qui va entraîner les délais de paiement vers la baisse. Oui. C'est donc forcément une très bonne chose. D'accord. Donc, et si on allait un peu plus dans le détail, que doit comporter déjà cette déclaration? Bien sûr, en attendant que ce projet de loi soit présenté et voté, nous ne parlons que d'un projet de loi Amine Diouri. Donc, et bien sûr, ça concerne les personnes physiques et morales. Avec un chiffre d'affaires particulier, mais aussi cette question d'amende qui est relative et qui est relative, n'est-ce pas, au chiffre d'affaires qui est réalisé. Si vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer un peu davantage, ou plutôt les avantages de ce projet de loi en ce qui concerne les délais de paiement. Alors, dans le détail, ça concerne des factures de plus de 10 000 dirhams hors taxe. Les pénalités seront calculées facture par facture pour tout montant supérieur à 10 000 dirhams. C'est-à-dire que pour chaque facture supérieure à 10 000 dirhams, on va voir le retard de paiement et là-dessus, on va calculer une pénalité de retard. Ça, c'est la première chose. En termes de taille d'entreprise concernée par la loi, donc ce sont les entreprises de plus de 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires, hormis la première année où ce seront les entreprises de plus de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires qui déclareront les factures en retard. Par la suite, à partir du 1er janvier 2023, les entreprises de moins de 10 millions de dirhams s'auto-déclareront par la suite. Donc ça, c'est effectivement en rentrant dans le détail. Après, autre chose, c'est que l'État, à travers la DGI, a un pouvoir de contrôle justement des déclarations qui sont faites, parce qu'on peut très bien se dire… Alors attention, chose importante aussi à savoir pour les entreprises, c'est que ces déclarations doivent être certifiées par un commissaire aux comptes ou un expert comptable, pour s'assurer qu'effectivement, il y a la totalité des factures qui sont déclarées.
Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments, je pense, qui sont très précis. Et cette déclaration, elle va comporter un certain nombre de volets. Le premier concerne l'entreprise qui déclare, et l'autre, ça concerne plus spécifiquement chaque facture qui va être déclarée. Donc des factures qui n'ont pas été payées, des factures qui ont été payées en retard. Et donc, on va rentrer vraiment dans une usine qui va être assez compliquée, je pense, pour les entreprises déclarantes, parce que ça va être une autre déclaration à faire, mais qui sera extrêmement complète et qui sera ensuite collectée par la DGI. Alors, collectée, que devrions-nous faire de ces données, de ces data? Parce que vous parliez de l'importance de la data, Amine Djouri. Bien sûr. Et on en fait quoi d'abord, surtout en ce qui concerne, est-ce qu'il y a une loi qui encadre cela, notamment éthique, par rapport au partage de ces données relatives aux entreprises, et une question du rôle, encore une fois, de l'Observatoire des délais de paiement. Justement, les données seront collectées par la DGI. Les mauvais payeurs, entre guillemets, c'est-à-dire les entreprises qui auront des retards de paiement les plus conséquentes, leurs noms seront transmis à l'Observatoire des délais de paiement. Donc, on rentre dans un certain Est-ce qu'il est réellement actif aujourd'hui, cet observatoire, Amine Djouri? Il est actif, puisqu'il s'est déjà réuni à plusieurs reprises. Non, mais je veux dire de résultats. Il a sorti. Aujourd'hui, la résultante aujourd'hui de ce projet de loi, c'est en partie, c'est des acteurs de cet observatoire qui ont fait des propositions et qui ont permis, notamment la CGEM. Le projet de loi cite expressément notamment la CGEM comme partie prenante à ce projet de loi. Donc effectivement, les parties prenantes de cet observatoire ont participé à ce projet de loi et ont permis d'enrichir justement la réflexion sur les délais de paiement et concrètement sur ce qu'il aurait fallu faire pour améliorer les différentes lois qui existent aujourd'hui. Et vous pensez que ce projet de loi répond vraiment à ce qu'il faut faire pour enfin en venir à bout ou peut-être même, je dirais pas complètement éliminer ce fléau, mais en tout cas le réduire de manière significative? Pour moi, la question des délais de paiement, elle se pose à deux niveaux. Il y a effectivement la loi. Je pense que ce projet de loi apporte quelque chose de complètement nouveau et qu'on est plutôt dans le bon sens. Et il y a la data, comme vous l'avez dit, la data qui permet d'anticiper parce que une entreprise, une fois qu'elle a à faire face à des impayés, il est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'elle est déjà en difficulté et qu'elle doit déjà essayer de trouver des solutions pour ne pas mourir. La data est là justement pour anticiper, détecter les mauvais payeurs, anticiper les mauvais comportements de paiement et donc prévenir l'entreprise des risques qu'elle encourt avec un portefeuille client actuel ou en développement. Et donc les deux, à mon avis, sont complètement complémentaires. La loi d'un côté, la data de l'autre. Et avec ces deux chapitres-là, je pense que l'entreprise, on aura des effets significatifs au niveau de la réduction des délais de paiement et des retards de paiement que ces entreprises subissent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, dernière question, Amine Djouri, parce que là on parle réalité, on parle terrain, est-ce que vous pensez que le mindset des entreprises, ou en tout cas des chefs d'entreprise marocains ou marocaines, pourrait être favorable à l'idée? Comment accueille-t-il cette idée de l'utilisation de la data? Vous êtes le mieux placé pour en parler. Bien sûr. Déjà, première chose par rapport à l'utilisation de la data, c'est aujourd'hui comme une simple déclaration que vous faites chaque année fin mars, que l'entreprise fait fin mars. Ce sera une autre déclaration qui sera faite auprès de la DGI. Je pense que ça ne pose aucun problème de déclarer toutes les informations de l'entreprise à la DGI. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose en termes de protection des données. C'est une autre déclaration qu'on fait auprès de la Direction générale des impôts. Maintenant, concernant le mindset, il est évident que là, on tord un peu le bras aux mauvais payeurs. C'est-à-dire que là, on leur laisse plus le choix. C'est-à-dire que vous êtes obligé de déclarer vos factures en retard à l'État. L'État qui contrôle, l'État qui peut demain envoyer faire des contrôles auprès des entreprises, de toutes les entreprises qu'elles souhaitent contrôler. Et si jamais elles se rendent compte que certaines factures ou certains débiteurs n'ont pas été déclarés, on peut vite, les amendes peuvent monter encore plus vite pour défaut de déclaration. Donc là, effectivement, c'est même plus une question de culture ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'État prend son rôle de punisseur entre guillemets des mauvais payeurs. Ouais, exactement, de gendarmes. Merci Amine Djouri pour ces explications.
Je rappelle que vous êtes donc directeur études et communication d'Inforisque. En attendant que ce projet de loi voie la vie et soit peut-être voté dans sa mouture initiale. En tout cas, nous allons certainement revenir sur le sujet, notamment en votre compagnie dans Questions d'actu. Merci Amine Diori. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre émission ce soir. Je vous remercie de votre fidélité. Très bonne soirée.